Bonjour à toutes et à toutes. Nous avons aujourd'hui le plaisir de vous accueillir au LASPAT séminaire. Alors, avant de commencer, je vais vous présenter notre laboratoire. Le LASPAT est un laboratoire d'analyse sur les sociétés et pouvoirs Afrique diaspora. C'est donc un laboratoire de recherche interdisciplinaire de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Il impulse une recherche dynamique sur les questions liées à la transformation digitale, au genre, à la démocratie, à l'édition scientifique, à la transformation digitale, au genre, à l'édition scientifique, aux politiques publiques, au panafricanisme et aux relations internationales, sans oublier la démocratie. Le LASPOT accorde une grande importance à la formation des jeunes chercheurs et au partage des savoirs. Les séminaires du LASPAT répondent à ce double objectif en mettant en valeur le travail de recherche des doctorants et en ouvrant les séminaires au grand public. Permettez-moi de me présenter. Je suis Ousseynou Bey, doctorant en histoire des relations internationales et stratégiques à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, spécialisé au laboratoire Larissa à l'école doctorale et études sur l'homme et la société. Et dans le cadre des séminaires du LASPAT, je mène des réflexions sur les BRICS+. Vous savez, les BRICS sont un groupe de 10 pays composés du Brésil, de la Russie, de la Chine, de l'Afrique du Sud et récemment des Émirats arabes unis, de l'Égypte, de l'Iran, de l'Éthiopie et de l'Indonésie. Le groupe compte aujourd'hui 10 membres officiels et 10 partenaires. Donc, les BRICS offrent une alternative géopolitique et ce qui permet aussi aujourd'hui de susciter un intérêt pour le Sud global, dont le Sénégal. Donc, le Sénégal a récemment manifesté son intérêt pour rejoindre ce groupe. Donc, ce pays affiche une ambition géopolitique pour rejoindre les BRICS+. Alors, le Sénégal a déjà entamé des pourparlers pour intégrer cette alliance. Donc, c'est un nouveau mouvement qui suscite des intérêts et des débats. Alors, pourquoi donc Dakar souhaite intégrer les BRICS? Quels sont les atouts du Sénégal pour convaincre les membres actuels liés à son intégration? Et quelles sont donc les chances du Sénégal et quelles sont aussi ses limites pour devenir membre officiel ou partenaire des BRICS? Pour répondre à ces préoccupations, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Famara Sané. Voilà, donc professeur Famara Sané est docteur en sciences politiques, chargé de cours à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est spécialiste reconnu des pratiques diplomatiques et consulaires ainsi que de l'histoire des relations internationales. Ses recherches portent sur la géopolitique des ressources énergétiques, la gouvernance internationale, les dynamiques postcoloniales de l'Afrique. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages majeurs, notamment les facteurs de la pérennité des conflits armés en Afrique, les dynamiques des conflits en Afrique au sud du Sahara de 1960 à nos jours. Ses travaux actuels explorent l'autonomie diplomatique du Sénégal et les enjeux géostratégiques, géopolitiques liés à l'intégration africaine dans un monde multipolaire. Alors, après la présentation donc de M. Sané, nous allons ouvrir le débat afin de donner la parole au public pour qu'il puisse poser des questions ou bien intervenir. Donc, M. Sané, sans plus attarder, on va vous donner la parole. Donc, la parole est à vous, professeur. Merci beaucoup, M. Gueye. Merci à tous les responsables du laboratoire de l'Université Gaston Berger. Merci aux uns et aux autres. Donc, comme vous le savez, la problématique qui nous réunit aujourd'hui est articulée autour du projet d'intégration du Sénégal au BRICS, atouts et limites d'une candidature. Donc, on va essayer de voir, au regard de toutes les mutations qui se font à travers le monde et que le Sénégal ne veut pas être en reste, quelles sont ses possibilités, mais également
ses atouts, mais également aussi, on peut penser comme nous sommes un pays en voie de développement et que le groupe qu'on cherche à intégrer est un groupe qui regroupe les économies émergentes. Donc, quelles peuvent être les limites d'une telle candidature pour le Sénégal? Donc, à l'entame, on peut dire que depuis le début du XXIe siècle, l'ordre mondial connaît une mutation profonde caractérisée par un déclin relatif de l'hégémonie des puissances occidentales et l'émergence de nouveaux pôles d'influence. Dans ce contexte, le groupe BRICS, constitué, comme vous venez de le dire initialement, du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine, de l'Afrique du Sud à partir de 1910-1911, s'est affirmé comme un acteur majeur des relations internationales à travers des initiatives telles que la Nouvelle Banque de développement ou les appels à la réforme des institutions de gouvernance mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, le Conseil de sécurité. Les BRICS, eux, incarnent la volonté des puissances émergentes de rééquilibrer le système international au profit d'un ordre multipolaire. L'élargissement progressif du groupe à d'autres États du Sud global, vous venez de le dire, parce qu'il y a une dizaine d'autres pays qui ont rejoint le groupe et une dizaine qui tentent d'intégrer, notamment en Afrique, l'élargissement nourrit de nouveaux débats géopolitiques et économiques sur les opportunités et les défis liés à cette dynamique. Dans cet environnement, en recomposition, le Sénégal se positionne comme un acteur singulier sur la scène régionale et internationale. Le Sénégal, considéré comme l'un des pays les plus stables d'Afrique de l'Ouest, le Sénégal dispose d'institutions républicaines éprouvées et d'une tradition de diplomatie multilatéraliste et équilibrée. Donc, fort de son ouverture économique, de ses ambitions de transformation structurelle portées par le plan Sénégal émergent, aujourd'hui le projet, et de la perspective d'avenir de devenir un producteur majeur d'hydrocarbures, le pays ambitionne de diversifier ses partenariats stratégiques au-delà de ses alliances historiques avec l'Occident. Dans ce cadre, l'idée d'une adhésion aux BRICS suscite un intérêt croissant au sein des cercles politiques et académiques, tant pour les opportunités qu'elle pourrait offrir que pour les défis qu'elle soulèverait. Dès lors, une interrogation s'impose à nous. Dans quelle mesure le Sénégal pourrait-il intégrer aux BRICS et en tirer parti pour renforcer sa position dans le système international multipolaire? Cette question invite à examiner de façon critique les atouts que présente le Sénégal pour une telle intégration, mais aussi les limites structurelles et conjoncturelles susceptibles de freiner cette ambition. Donc, mesdames, messieurs, ce séminaire a pour objectif d'analyser de manière rigoureuse les fondements de la candidature potentielle du Sénégal aux BRICS. Il s'agira pour nous d'identifier les principaux atouts du Sénégal, d'examiner les limites qui pourraient entraver cette intégration
et d'évaluer les enjeux stratégiques qui sous-tendent ce projet, tant pour le Sénégal que pour les BRICS eux-mêmes. Afin de répondre à cette problématique, notre analyse s'articulera autour d'un plan en deux temps. Pour faciliter, comme nous sommes en séminaire sous forme de cours, donc on aura deux parties. D'une part, l'étude des atouts du Sénégal dans la perspective d'une intégration aux BRICS et d'autre part, l'examen des limites et défis que ce projet soulève sur les plans économiques, politiques et géopolitiques. Il n'y a pas lieu à revenir sur la genèse, la naissance, l'évolution des BRICS. On va directement passer à la problématique qui nous réunit aujourd'hui, la problématique centrale, à savoir le Sénégal face aux BRICS, atout d'une candidature. Comme premier point, le Sénégal face aux BRICS, atout d'une candidature. Alors là, nous pouvons dire que l'émergence des BRICS comme acteur majeur sur la scène internationale a transformé le paysage géopolitique et économique mondial. L'unipolarisme n'existe plus maintenant, sinon il y a plusieurs pôles. Cela est attesté à travers la guerre qui se déroule au Moyen-Orient. Donc, leur influence croissante attire de nombreux pays désireux de diversifier leurs relations internationales et d'accéder à de nouvelles opportunités. Le Sénégal faisant partie des pays africains les plus stables et dynamiques a exprimé son souhait de rejoindre ce groupe, comme tant d'autres pays qui cherchent également à intégrer ce groupe. Cette ambition soulève des questions cruciales concernant les avantages et les inconvénients d'une intégration. Ce projet d'intégration s'inscrit dans une logique de diversification des partenaires stratégiques. Logique de diversification des partenaires stratégiques et d'élargissement de l'influence économique sur la scène internationale. Dans ce contexte, la stabilité économique apparaît comme un facteur clé de crédibilité pour le Sénégal. Alors que les BRICS valorisent les alliances entre pays émergents sur des bases solides, le Sénégal, à son tour, se positionne grâce à sa trajectoire démocratique et à une croissance économique soutenue comme un candidat fiable dans une région ouest africaine souvent marquée par l'instabilité. La démocratie au Sénégal n'est pas quelque chose de nouveau. Nous votons depuis les années 1850 jusqu'à nos jours. Les alternances sont successives, mais également au plan économique, le pays est propulsé dans des dynamiques de 4 à 5% de croissance, mais également au regard de tout ce qui se passe dans la sous-région, notre pays, sinon le Sénégal, est marqué par une certaine stabilité relative. Une stabilité, même si à un moment donné, depuis quelque temps, nous connaissons une certaine instabilité au sud, mais comparé à d'autres pays, le Sénégal est marqué par une stabilité. Alors,
Entre autres atouts, nous avons dit, il y a la stabilité politique et institutionnelle qui repose sur une tradition démocratique et une culture de l'alternance pacifique au pouvoir. Depuis l'indépendance, le pays a organisé des élections transparentes qui ont permis à plusieurs présidents d'accéder au pouvoir sans eux. Senghor, en passant par Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall et aujourd'hui Bassirou Diomaye Faye. Cette stabilité a été confortée par le respect des libertés fondamentales, l'existence d'institutions fortes comme le Conseil constitutionnel qui a joué et qui joue un rôle éminemment appréciable ces dernières années. Nous avons une Assemblée nationale et de surcroît une justice indépendante. C'est sujet à discussion. Et le rôle actif de la société civile. Par ailleurs, le Sénégal joue un rôle de médiateur au niveau régional dans la sous-région, au sein d'organisations comme la CEDEAO et l'Union africaine, ce qui contribue à sa réputation d'État stable, fiable, respecté sur le plan international. Ça, c'est un premier atout. Nous avons comme deuxième atout une croissance économique et des ressources stratégiques, un facteur clé d'attractivité des BRICS, étant donné que, au regard de la genèse, l'économie est à la base de la création de ce groupe. Donc, sur le plan économique, le Sénégal affiche une trajectoire soutenue, environ 5-6% par an sur la période 2014-2019, portée par les investissements dans les infrastructures, les services et l'agriculture. Cette dynamique s'accompagne d'une rigueur budgétaire dans le cadre du pacte de convergence de l'UEMOA, d'un déficit public maîtrisé, mais aussi d'une inflation soutenue, contenue grâce au cadre monétaire stable de la zone CFA. En outre, les découvertes d'hydrocarbures, le gaz offshore et la stratégie nationale de développement, le plan Sénégal émergent, le projet, renforcent la perspective d'un décollage économique durable. Cette stabilité macroéconomique constitue un argument fort pour attirer les flux d'investissement des pays BRICS en quête de nouveaux marchés africains. La place qu'occupe aujourd'hui la Chine en Afrique, et voire même la percée de la Russie en témoigne. La combinaison d'une gouvernance politique stable et d'une gestion économique saine positionne le Sénégal comme une porte d'entrée crédible pour les pays BRICS sur le marché ouest-africain. Cela facilite la négociation d'accords d'investissement dans les secteurs stratégiques, énergie, financement, infrastructures, technologie, de l'information, ainsi que la possibilité d'accès au financement de la nouvelle banque de développement des BRICS. Je pense que qui a été mise en place à partir de 2013.
Enfin, dans une logique de soft power, le Sénégal pourrait capitaliser sur sa stabilité pour promouvoir une image d'État émergent, respecté, capable d'accompagner la vision multipolaire des BRICS visant une gouvernance mondiale plus équilibrée. Troisième atout, le positionnement diplomatique. Le projet d'intégration s'inscrit dans une dynamique de diversification des partenaires stratégiques et d'élargissement de l'influence internationale du pays. Pour être crédible aux yeux des BRICS, bloc valorisant le multilatéralisme et la voie du Sud global, le Sénégal doit capitaliser sur sa diplomatie active et son positionnement international. Donc, nous tentons de montrer que le positionnement diplomatique du Sénégal constitue un atout clé dans sa candidature aux BRICS grâce à sa politique étrangère pragmatique, son rôle dans les instances multilatérales et sa capacité de médiation dans la sous-région. Malgré ses relations avec l'Occident, le Sénégal a défendu le dossier de la Palestine pendant de longues années et continue de le faire. Donc, cela relève d'une stratégie diplomatique. Aussi, une tradition diplomatique d'ouverture et de multilatéralisme. Le pays pratique depuis son indépendance une diplomatie d'ouverture visant à entretenir des relations équilibrées entre l'Occident, le monde arabe, l'Asie et les pays du Sud. Et cela depuis les années 2000, cette tendance a été vraiment reconnue au niveau du Sénégal. Cette tradition lui a permis d'être perçu comme un partenaire fiable dans les forums internationaux, ce qui rejoint le principe fondamental des BRICS, c'est-à-dire la multipolarité et le renforcement du multilatéralisme. Mais en revanche, des relations fortes avec la Chine, en entretenant du moins des relations fortes avec la Chine, la Russie, le Brésil, le Sénégal a déjà su diversifier ses alliances, ce qui le positionne favorablement dans une logique d'intégration aux BRICS. Nous avons souligné son rôle d'acteur de médiation dans la sous-région ouest-africaine. Nous pouvons dire que la diplomatie sénégalaise se distingue par une capacité de médiation et de prévention des conflits dans la sous-région ouest-africaine, sous l'égide de la CEDEAO et de l'Union africaine. Cette image d'État facilitateur contribue à la stabilité régionale, valeur clé pour les BRICS qui souhaitent investir dans les espaces sécurisés et stables. En participant aux opérations de maintien de la paix depuis de longues années, des Nations Unies et aux médiations en Gambie, au Mali ou en Guinée-Bissau, le Sénégal offre une assurance de responsabilité régionale, un facteur également d'attractivité pour les BRICS à la recherche de partenaires crédibles sur le continent. Nous avons également souligné l'engagement en faveur du multilatéralisme et d'une gouvernance mondiale plus équitable. Là, nous pouvons dire que le pays défend ça sur la scène internationale
la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies et plaide pour une plus grande place de l'Afrique dans la gouvernance mondiale. Cette position le rapproche des BRICS qui soutiennent une redistribution des pouvoirs en faveur des pays du Sud global. Ainsi, le positionnement diplomatique sénégalais converge sur le plan idéologique avec les aspirations des BRICS à une architecture internationale plus équitable. Nous avons également souligné le soft power au service de la coopération du Sud-Sud. Le pays cultive, enfin, une image de soft power à travers la francophonie, la coopération universitaire, le rayonnement culturel à travers la musique, la littérature, le sport et le leadership panafricain. Cette diplomatie culturelle constitue une ressource immatérielle qui facilite le dialogue avec les BRICS sur des bases de respect mutuel et de valorisation des identités sud-sud. Rappelez-vous, la troupe de danse de Daniel Sorano des années 60-70 a eu à faire le tour du monde. Donc, pour défendre, pour vulgariser la culture sénégalaise. En somme, le positionnement diplomatique du Sénégal caractérisé par le multilatéralisme, la médiation régionale, le plaidoyer pour une gouvernance mondiale inclusive et une tradition d'ouverture constitue un atout stratégique pour son intégration aux BRICS. Cette diplomatie active permet de s'aligner, sinon permet au Sénégal de s'aligner sur les valeurs fondamentales des BRICS tout en affirmant son rôle de partenaire crédible sur le plan international. Ainsi, le pays a toutes les cartes en main pour valoriser sa candidature en misant sur son capital diplomatique dans un groupe aspirant à refonder l'ordre mondial sur les bases plus équitables. Nous avons aussi le potentiel d'investissement comme atout. L'État, récemment, depuis les années 2000, a lancé de grands chantiers d'infrastructures, ce qui le rend attractif pour les investisseurs. Le Sénégal s'impose de plus en plus comme une destination de choix pour les investisseurs grâce à une politique économique stable, une diversification de son tissu productif et des réformes visant à améliorer le climat des affaires. À l'heure où le pays projette son intégration au BRICS, la valorisation de son potentiel d'investissement constitue un facteur clé pour séduire les partenaires internationaux, qu'ils soient privés ou institutionnels. Le pays a engagé d'importantes réformes visant à assainir le climat des affaires, à simplifier les procédures, surtout avec les nouvelles autorités, à protéger les investisseurs étrangers. Ainsi, la création rapide d'entreprises, la stabilité du cadre juridique et la facilitation d'accès au marché par l'APIX en font une destination attractive. Il y a aussi des secteurs porteurs à fort potentiel de rendement. L'économie sénégalaise offre une diversification des secteurs d'investissement. L'agro-industrie, le tourisme, les hydrocarbures, les énergies renouvelables et le numérique et les infrastructures figurent parmi les pôles de croissance qui attirent des capitaux internationaux et valorisent le développement de partenariats publics-privés. Et enfin, nous avons aussi un capital humain
qualifiée, une jeunesse dynamique. La jeunesse sénégalaise instruite, polyglotte, formée au métier d'avenir, est un atout supplémentaire pour les investisseurs. Grâce aux formations universitaires et aux incubateurs d'entreprises, le pays est en mesure de fournir une main-d'œuvre qualifiée et innovante dans les domaines variés. Il y a aussi le positionnement géostratégique avantageux pour les investisseurs. Le Sénégal occupe une position de porte d'entrée sur le marché de la CEDEAO. Il facilite également les connexions entre l'Europe, l'Amérique et le reste de l'Afrique et bénéficie d'infrastructures logistiques modernes. Cette position lui permet d'être un hub logistique fiable pour les entreprises cherchant à élargir leur champ d'action sur le continent. En définitive, pour terminer avec les atouts, nous pouvons dire que le potentiel d'investissement du Sénégal constitue un atout stratégique pour son attractivité, sa stabilité politique, son dynamisme économique, son capital humain. Voilà une analyse plutôt brève sur les potentialités, sinon les atouts, regorge le Sénégal pour pouvoir vraiment se présenter devant les BRICS et poser sa candidature comme argumentation. Mais en tant que pays sous-développé, pays en voie de développement, donc on ne préfère pas utiliser ce terme de sous-développement, pays en voie de développement, pays sur la voie de l'émergence, il est possible qu'il y ait aussi des limites. Et nous allons voir quelles sont les limites et les défis d'une telle candidature. La candidature du Sénégal s'inscrit dans une logique de diversification des partenaires stratégiques et d'affirmation sur la scène internationale. Néanmoins, ce processus est confronté à une contrainte structurelle, c'est-à-dire le fort ancrage du Sénégal dans les dynamiques d'intégration régionale en Afrique de l'Ouest et en Afrique en général. Ainsi, le poids des engagements régionaux, que ce soit au sein de la CEDEAO, de l'UEMOA ou de l'Union africaine, pourrait limiter sa capacité à s'aligner pleinement sur les priorités des BRICS, un groupe aux intérêts propres. Donc, j'entends montrer à travers cette analyse en quoi l'intégration régionale constitue une limite à la candidature sénégalaise aux BRICS. Entre autres, nous avons les engagements contraignants du Sénégal au sein des blocs régionaux africains. Comme premier sous-point, le pays étant un membre clé de plusieurs ensembles régionaux qui supposent le respect d'un ensemble de règles contraignantes, l'UEMOA impose une convergence monétaire stricte autour du franc CFA. La CEDEAO favorise une intégration économique progressive et l'Union africaine
promeut une représentation africaine coordonnée dans les forums internationaux. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Ces engagements multilatéraux réduisent la marge de manœuvre du Sénégal pour conclure des alliances économiques indépendantes. Deuxième sous-point, nous avons des priorités divergentes entre les agendas régionaux et les ambitions des BRICS. Des priorités divergentes entre les agendas régionaux et les ambitions des BRICS. C'est-à-dire que l'intégration au BRICS suppose une flexibilité en matière de gouvernance économique et commerciale, monnaie, droit de douane, ouverture aux IDE, que le cadre régional contraint. L'intégration au BRICS suppose une flexibilité en matière de gouvernance économique et commerciale dans le domaine de la monnaie, des droits de douane, l'ouverture aux IDE, que le cadre régional contraint. Ainsi, l'UEMOA promeut une discipline budgétaire stricte et le maintien d'un ancrage monétaire à l'euro, alors que les BRICS encouragent une diversification des réserves, une dollarisation, une dédollarisation, si on peut dire ainsi, une dédollarisation progressive. La CEDEAO, quant à elle, encourage une intégration économique régionale lente, ce qui pourrait freiner une libéralisation rapide dans le cadre des BRICS. L'autre point, c'est la nécessité d'un consensus régional. Comme troisième point, la nécessité d'un consensus régional. Troisième limite. La nécessité d'un consensus régional face aux opportunités par les BRICS. La nécessité d'un consensus régional face aux opportunités offertes par les BRICS. Cela veut dire que tout projet d'adhésion aux BRICS implique une consultation préalable des partenaires régionaux. Toute décision unilatérale risquerait d'être perçue comme une remise en cause de la solidarité régionale, ce qui pourrait créer des tensions au sein de la CEDEAO. Ainsi, le Sénégal doit arbitrer entre ses obligations au sein de la CEDEAO, ses obligations communautaires et sa volonté d'élargir ses horizons stratégiques en veillant à ce que son engagement au BRICS ne nuise pas aux équilibres régionaux. Donc, nous pouvons dire que l'intégration régionale, bien qu'étant un atout en termes de stabilité et de cohésion économique, peut constituer une limite aux ambitions du Sénégal dans le cadre d'une adhésion aux BRICS. Les obligations souscrites dans les blocs régionaux réduisent sa flexibilité stratégique sur le plan international. Pour réussir ce pari, le Sénégal devra rechercher une harmonisation entre ses engagements régionaux
et les opportunités offertes par les BRICS. Mais on constate que l'économie sénégalaise reste peu diversifiée et dépendante des chocs extérieurs. L'autre facteur de limite, c'est l'endettement et la dépendance aux bailleurs. L'ambition du Sénégal d'intégrer le groupe s'inscrit dans une volonté d'élargir ses partenaires stratégiques. Je reviens toujours là-dessus. Cependant, le pays est contraint par une réalité structurelle, c'est-à-dire l'endettement public élevé. C'est le débat actuellement, le contexte est marqué par les débats comme ça, et la dépendance aux bailleurs traditionnels. Nous avons des bailleurs traditionnels, l'Union européenne, de façon globale, les États-Unis. Certes, il y a la Chine qui freine sa capacité d'indépendance, sa capacité d'action indépendante sur la scène internationale. C'est-à-dire l'endettement public et la dépendance aux bailleurs freinent sa capacité d'action indépendante sur la scène internationale. Donc, nous essayons de mettre en évidence le rôle de ces contraintes dans le frein à une intégration aux BRICS. Nous avons aussi un endettement public en hausse comme facteur contraignant la souveraineté économique. La dette publique du Sénégal a connu une progression rapide ces dernières années en raison des investissements massifs dans le cadre du plan Sénégal émergent. Elle est estimée à plus de 70% du PIB. Impose une discipline budgétaire stricte qui limite la marge de manœuvre du pays sur le plan économique. Cette dépendance au financement extérieur, surtout en provenance d'institutions multilatérales, rend le pays plus vulnérable aux chocs externes. Nous avons aussi la dépendance aux bailleurs traditionnels comme obstacle à une diversification stratégique. Les bailleurs traditionnels, la dépendance aux bailleurs traditionnels, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, les pays du Club de Paris, contraignent le Sénégal à accepter des conditionnalités imposées par ses partenaires. Cela restreint sa capacité à réorienter sa politique économique sans risquer une perte de financement. Cette situation rend difficile la conclusion d'accords plus autonomes avec les BRICS qui prônent une alternative au système financier international dominé par l'Occident. Nous avons aussi des marges d'action limitées dans le choix d'une nouvelle architecture financière. La structure de la dette sénégalaise, tournée vers les partenaires multilatéraux et bilatéraux traditionnels, rend complexe la diversification des ressources de financement. Ainsi, le Sénégal pourrait être perçu par les BRICS comme trop dépendant d'institutions externes, ce qui affaiblirait son attractivité dans une logique de coopération sud-sud et d'émancipation financière. Pour terminer, il faut dire que l'endettement public et la dépendance aux bailleurs traditionnels constituent des limites fortes à l'intégration du Sénégal au BRICS.
La réussite d'un tel projet nécessiterait une réduction progressive de la dette publique, une diversification des partenariats économiques, ainsi qu'un renforcement de l'autonomie stratégique du pays dans sa politique économique et financière. Mais ce ne sont pas les seuls points, les seuls facteurs limitatifs. Nous avons aussi la gouvernance perfectible, une gouvernance perfectible. Cette candidature, c'est pour accroître la visibilité sur la scène internationale et de diversifier ses partenaires stratégiques. Cependant, au-delà des atouts économiques et diplomatiques du pays, la question de la gouvernance perfectible constitue une limite potentielle à son intégration. À l'heure où les BRICS affichent une ambition de renforcer la gouvernance mondiale sur des bases d'efficacité, d'équité et de souveraineté, les fragilités institutionnelles du Sénégal pourraient ternir son attractivité. Donc, nous essayons de mettre en évidence les principaux déficits de gouvernance au Sénégal, ainsi que leur impact sur le processus d'adhésion aux BRICS. Nous avons aussi une gouvernance affectée par les lacunes institutionnelles et la faible redevabilité. Une gouvernance qui reste perfectible sur plusieurs aspects: faiblesse dans la lutte contre la corruption, malgré la création d'institutions OFNAC créées, opacité dans la gestion des ressources publiques. Les rapports de la Cour des comptes soulignent régulièrement les déficits dans le suivi des dépenses, le manque de dépendance de la justice, d'indépendance du moins de la justice, la dépendance qui est perçue, la dépendance perçue du pouvoir judiciaire vis-à-vis de l'exécutif, affaiblit la confiance des partenaires dans l'état de droit. Il y a aussi un déficit de participation citoyenne et de démocratie inclusive. Ce sont des aspects qui sont là, ces aspects sont un peu discutables. Il y a une faible inclusion citoyenne dans les processus décisionnels. La société civile est souvent consultée de manière formelle, sans réelle prise en compte de ses recommandations dans les politiques publiques. Les partis d'opposition dénoncent régulièrement une instrumentalisation des institutions à des fins électoralistes. La preuve, les derniers tournants de négociation. Donc, cette situation nourrit un climat de méfiance politique et d'instabilité sociale. Des enjeux de gouvernance économique peu propices au partenariat sud-sud équitable. Gestion peu rigoureuse de la dette publique, autant de facteurs de retard dans la diversification de l'économie, d'inégalité dans la répartition des fruits de la croissance, autant de facteurs qui peuvent vraiment constituer des limites à l'intégration BRICS. Il y a aussi, sans oublier la concurrence régionale, il y a la rivalité pour le leadership économique en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal n'est pas le seul État de la région à vouloir élargir son champ d'action à l'international. D'autres pays, tels que la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria. Il y a aussi l'influence diplomatique différenciée dans les instances multilatérales. L'influence diplomatique est un facteur clé dans le processus d'intégration au BRICS. Or, le Nigeria et d'autres pays d'Afrique disposent d'un réseau diplomatique et d'alliances plus larges dans les arènes multinationales.
multilatérales du moins. Et il y a la compétition pour les ressources stratégiques et les opportunités d'investissement. Les BRICS sont attentifs aux pays capables d'offrir des marchés dynamiques, des matières premières et une stabilité attractive aux investissements. Dans ce contexte, le Sénégal doit composer avec d'autres pays de la sous-région qui proposent des avantages comparables. Cette fragmentation régionale constitue et limite à sa capacité d'intégrer efficacement. Alors, quelles sont les implications stratégiques d'une adhésion aux BRICS? L'éventuelle adhésion revêt une importance stratégique dans un contexte multinational en mutation. Cette démarche traduit la volonté du pays de diversifier ses partenaires. Donc, nous essayons de mettre en lumière les implications stratégiques d'une telle intégration. Tout d'abord, nous avons des implications économiques, diversification, nouveaux leviers, autant de facteurs, implications diplomatiques, implications sécuritaires et géopolitiques, implications institutionnelles, adaptation aux standards des BRICS. Ce sont ces facteurs. Mais au regard de tout cela, quelles sont les perspectives pour terminer? Quelles sont les perspectives pour le Sénégal? Les BRICS, un groupe qui s'affirme comme un acteur majeur des relations internationales. Dans ce contexte, le projet d'adhésion dont le Sénégal alimente débat, réflexion sur les opportunités et les limites d'une telle dynamique. Le Sénégal est réputé pour sa stabilité, sa diplomatie, ambitionne de renforcer sa statut. À travers ses atouts tels que la stabilité politique, une dynamique économique portée, une diplomatie ouverte, une position géographique stratégique. Et en bref, pour terminer, pour éviter d'être trop long, nous pouvons dire en conclusion que l'intégration du Sénégal au BRICS est une opportunité stratégique dans un monde en mutation rapide. Cependant, le succès de cette démarche dépendra de la capacité du pays à surmonter ses fragilités et à affirmer une diplomatie pragmatique. À l'heure où les BRICS veulent élargir leur base, le Sénégal a une carte à jouer à condition d'adopter une approche ambitieuse et réaliste. Donc, dans ce travail, peut-être je vais vous envoyer la documentation. Nous avons une bibliographie assez riche qui vous permettra de comprendre davantage cette problématique de l'heure qui pourrait, si le Sénégal parvient à intégrer les BRICS, changer les données au niveau sous-régional. Merci. Vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur Sagné, de nous avoir édifié de manière très claire sur cette problématique qui vraiment suscite un intérêt croissant. Bon, comme on est un peu rattrapé par le temps, je m'en vais vous lire quelques questions sur le chat qui vous ont adressées. La première question, c'est celle de Mohamed Touré. Il a posé la question de savoir, au regret des agressions internationales récentes des superpuissances, à savoir les États-Unis sur l'Iran, peut-on considérer les BRICS comme une force intimidée
n'arrivant toujours pas à atteindre son but de départ. Une deuxième question pour lui, les BRICS ont-ils aujourd'hui une voix audible face à la puissance des États-Unis? Oui, vous avez raison. Vous savez, dans le jeu géopolitique mondial, il y a des démarches parfois qu'il faut éviter pour ne pas plonger le pays dans une dynamique de guerre infinie. C'est vrai que l'Iran, un des partenaires privilégiés des BRICS, est aujourd'hui attaqué, mais l'attitude adoptée par le groupe peut être une attitude stratégique. Vous savez, dans une guerre, on ne se lance pas comme ça de plein fouet, mais on met en place des stratégies pour pouvoir vraiment évoluer. Et dans ce cas, au regard du système, peut-être que quelque part, pour accélérer la chute de l'Iran, les Américains ont jugé nécessaire d'amener l'Iran vers une guerre ouverte avec plusieurs adversaires. C'est pour cela qu'ils sont passés à l'attaque. Mais la retenue de l'Iran peut être considérée comme une stratégie. Ne voulant pas suivre la dynamique des Américains, les Iraniens ont jugé nécessaire que l'ennemi privilégié, c'est l'Iran, et du moins Israël. À lui seul, il ne peut pas régler la question. Donc, ils essaient de détourner la vigilance des Iraniens pour les amener à un conflit ouvert avec l'Europe, mais également avec les États-Unis. Donc, la stratégie, je pense, selon ma vision, des Iraniens, c'est de rester concentrés sur le département occidental que les Américains ou bien l'Occident vont vraiment promouvoir au niveau de la région, à une certaine influence de domination sous-régionale. Donc, de se concentrer uniquement sur Israël et d'anéantir les forces d'Israël. C'est en retour, les Américains, eux aussi, peuvent être appelés au regard des destructions qui se font au niveau d'Israël, d'aller vraiment dévoluer vers une dynamique de négociation. Maintenant, pour la Russie et la Chine, c'est également un cas. Donc, il ne faut pas se lancer subitement dans une guerre comme ça. Il faut peut-être que des stratégies peuvent être mises en place pour permettre à l'adversaire d'harmoniser ses forces, de diminuer, de s'affaiblir davantage et ensuite, au dernier moment, d'intervenir. Mais également de voir quelles sont les véritables ambitions de l'Occident dans cette guerre. Donc, pour moi, hein, c'est la réponse que je peux apporter à cette question. D'accord, merci beaucoup. C'est très clair. Hein? Et il y a aussi Ibou Nying qui a posé la question, à savoir, l'intégration du Sénégal au BRICS pourrait-elle entraîner des conséquences néfastes entre les deux pays, c'est-à-dire le Sénégal et la France? Oui, vous savez, hein, le Sénégal a un partenaire traditionnel. Le partenaire traditionnel, c'est l'Union européenne, mais particulièrement c'est la France. La France, en tant qu'ancienne puissance coloniale, la France, nous héritons tout de la France, que ce soit la Constitution, que ce soit nos différentes chartes, également tout, nous héritons de la France. Donc, il y a une certaine influence française. Au regard même du secteur économique du Sénégal, les sociétés françaises, les compagnies françaises, les bailleurs de fonds français occupent une bonne partie de l'économie sénégalaise. Beaucoup d'entreprises françaises sont au Sénégal. D'ailleurs, les secteurs clés, de la téléphonie, l'énergie, ainsi de suite, nous avons des Français qui sont ici. Donc, une certaine participation, c'est une volonté politique. Une volonté politique. Il faut que le pouvoir en place qui opte une stratégie, une volonté politique pour pouvoir intégrer et ainsi mesurer toutes les conséquences. Parce que vous savez, quelque part, ces puissances sont mues par les intérêts. Donc, là où il n'y a pas des intérêts, là où leurs intérêts sont remis en cause, ils sont obligés de réviser les accords, de réviser la stratégie. Peut-être que quelque part,
ils tiennent le levier dans la conduite de l'économie au niveau du Sénégal. Donc, intégrer rapidement comme ça pourrait entraîner des conséquences négatives. Et obligatoirement, il y aura des conséquences. Et peut-être qu'à la longue, par un esprit de dépassement, si les Sénégalais travaillent davantage à remettre cela en cause, donc les Sénégalais parviendront dans quelques années, mais les premières années, ça sera très dur, je pense bien. D'accord, merci beaucoup. Il y a également Mohamed Goloko qui a posé la question à savoir si le Sénégal réussit son intégration au BRICS, comment cela pourrait impacter l'avenir géopolitique de l'Afrique de l'Ouest qui est déjà plongée dans une crise de dualité entre États progressistes de l'AES et la CEDEAO taxée d'institutions soumises à la France. C'est vrai que au plan, comme je viens d'énumérer, au plan sous-régional, il y a des accords avec les communautés sous-régionales, les institutions sous-régionales, mais également avec l'AES. L'AES est un bloc également qui se rapproche davantage des BRICS, un bloc qui se rapproche davantage également de la Russie. Je pense qu'à ce niveau, il n'y aura pas assez de problèmes. Mais les problèmes, c'est au niveau de la sous-région avec l'UEMOA, avec qui nous partageons la monnaie, mais aussi au niveau de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO, c'est une dynamique d'intégration initiée au niveau africain. Donc, il y a des accords avec les BRICS qui pourraient vraiment nuire aux intérêts de la CEDEAO. Là également, il va falloir que le Sénégal prenne des dispositions pour pouvoir vraiment convaincre les autres. Et là aussi, ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas seulement le Sénégal, parce qu'actuellement, les pays du tiers ont besoin vraiment de parapluie, de parapluie. Donc, au-delà même du parapluie occidental, il faut un autre parapluie. Et les BRICS se sont positionnés comme un parapluie, comme à l'image de l'Union soviétique et du bloc occidental et du bloc oriental, quelque part, mais il se trouve que bien avant la création des BRICS, il y a des accords qui sont signés au plan multilatéral, donc des accords qui parfois peut-être que vont essayer d'empêcher l'élan que les gens vont essayer d'avoir pour pouvoir intégrer ce groupe. Donc, il y aura des conséquences, mais pas aussi des conséquences aussi négatives comme vous le pensez. Ce sont pas des conséquences aussi négatives. Peut-être que c'est des conséquences qui vont porter euh, sur l'impact économique à un moment donné, mais dans toute dynamique, il faut chercher à revoir les positions et à trouver des solutions aux accords dans lesquels on s'engage. Donc, en s'engageant, le Sénégal va prendre toutes les dispositions pour trouver des solutions alternatives à cette intégration. D'accord. On va terminer avec les deux dernières questions de Elhaj Padan. La première question, c'est que le Sénégal peut-il peser dans un bloc aussi hétérogène que les BRICS+, sans être noyé dans les rapports de force entre les grandes puissances? La deuxième question, c'est quelle est la valeur ajoutée réelle pour les citoyens sénégalais? Et les BRICS peuvent-ils soutenir notre industrialisation au-delà du symbolisme? Oui, le Sénégal a un poids quelque part, hein, c'est sa position géostratégique. Nous avons une position géostratégique, nous avons également une stabilité, mais aussi nous avons une diplomatie. Voilà autant de facteurs pour moi qui peuvent être vraiment des courroies de transmission, sinon des facteurs potentiels qu'on peut vraiment porter devant les pays du groupe. Donc, nous avons une position géostratégique et le Sénégal est une escale importante, mais également en cas de conflit, la position géographique du Sénégal est une position privilégiée. Mais également dans le cadre des échanges entre les différents pays, vous savez, les BRICS, hein, c'est un bloc dispersé à travers les différents continents. Donc, nous sommes peut-être au centre. Le Sénégal peut être considéré comme un centre. L'ouverture vers les pays tels que la Russie, ouverture vers les pays comme l'Afrique du Sud, ainsi de suite, mais aussi vers l'Occident. Donc, c'est un des facteurs qui peut être
euh, qu'on peut vraiment poser, qu'on peut vraiment mettre en avant dans cette intégration. Mais je pense que toute intégration dans dans ce groupe, l'intégration dans ce groupe, parce que notre position dans le groupe occidental, c'est une position de partenaire privilégié. Et nous servons les intérêts des puissances occidentales. Mais là également, peut-être que comme c'est un peu, il mise un peu sur l'équilibre des intérêts. Donc, je pense que le Sénégal pourra avoir quelque chose d'important comparé à notre présence avec, à notre collaboration avec les puissances de l'Occident. Maintenant, au plan économique, peut-être que la Russie, la Chine, vous savez aussi, hein, aujourd'hui, la Chine est au devant de la scène. Donc, à travers des investissements importants avec la Chine, les investisseurs étrangers, particulièrement chinois, peuvent intervenir parce que dans le groupe des BRICS, c'est seule la Chine qui se déploie beaucoup à travers le monde entier. Donc, nous pouvons beaucoup attendre. Actuellement, la Chine est véritablement présente au Sénégal, mais avec peut-être que les accords, l'intégration au niveau des BRICS, les investissements peuvent être doublés, et ce qui améliorerait les conditions de vie des populations du Sénégal à travers les recettes, mais également à travers l'emploi qu'ils peuvent trouver et à travers également le développement du secteur économique. Voilà, peut-être pour terminer avec cette dernière question, quels critères les BRICS utilisent-ils pour sélectionner de nouveaux membres? Le Sénégal a-t-il un dossier diplomatique préparé? Non, toute candidature, il y a un dossier diplomatique préparé. Dans toute candidature, ils ne vont pas vraiment poser leur candidature comme ça sans poser le pour et le comment. Donc, ils ont eu à travailler là-dessus. Ils ont un dossier consistant, comme à travers ce que nous venons d'analyser, les différents atouts que nous avons cités ici. Donc, ce sont des aspects que le Sénégal devance de loin certains même grands des BRICS, au plan de la démocratie, au plan de l'alternance, au plan de l'équilibre économique. Peut-être que ce sont les capitaux qui manquent pour booster l'économie sénégalaise, mais je pense que l'argumentation est soutenue. C'est une argumentation bien soutenue. Peut-être qu'on poserait, moi, à mon niveau, je pense que notre collaboration avec l'Occident, c'est ce qui peut être véritablement une limite à cette intégration. Là, il va falloir une volonté politique pour s'engager dans ce débat et s'attendre aussi à des conséquences de la part de l'Occident. Voilà, merci beaucoup, cher professeur. Merci beaucoup, chers participants, pour vraiment les questions pertinentes que vous avez posées. Voilà, et nous remercions vivement le professeur Sané. Ouais, et voilà. Peut-être avant de nous quitter, nous vous demandons votre mot de la fin. Oui, sinon, remercier le laboratoire, c'est pour la première fois que j'interviens dans ce laboratoire. C'est vrai qu'à des moments donnés, j'ai eu à collaborer un peu avec l'Université de Saint-Louis à travers des corrections de leurs devoirs, des examens, des copies. Mais mon action est un peu limitée au niveau de l'université chez Anta Diop. Si aujourd'hui, peut-être que ce qu'il faut retenir, c'est que mon directeur de thèse est un professeur de l'université de Saint-Louis. Donc, je suis vraiment honoré de voir que l'université a pensé un peu à moi pour pouvoir vraiment apporter mon grain de sel à la connaissance, sinon à la formation des étudiants, particulièrement sur des questions stratégiques. Aujourd'hui, les relations internationales constituent un atout important. Merci. Merci beaucoup, M. Sané. C'était vraiment un réel plaisir d'échanger avec vous sur des questions d'actualité, mais aussi des questions de géopolitique. C'est très intéressant et les échanges ont été pertinents. La réponse aussi aux questions a été très pertinente.
Et nous remercions aussi tous les participants qui étaient avec nous tout au long de cette discussion en ligne. Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre séminaire avec le LASPAT. Merci beaucoup. Merci.